à tous. Bonjour. Il y a quelques temps, on travaillait ensemble, Gauthier et moi, sur une mission commune et il s'est passé ça. Dis donc, Julie, tu crois que je l'ai pas vu ta PR à 900 changements? Moi, je l'ai vu pas ça, hein, non, c'est mort. J'ai mieux à faire de mes journées, hein. Ce à quoi j'ai répondu... Je ne change pas de slide. Ah, c'est C'est cassé. dommage ça. C'est cassé. Et C'est bon, j'ai réussi. Du coup, j'ai répondu. Tu te fous de ma gueule là quand même. T'as un review de code à 1800 changements, je l'ai fait la semaine dernière. Ouais, enfin, tu l'as fait, tu l'as fait. Moi, ce que je me souviens, c'est que tu as mis un petit looks good to me, tu as approuvé et c'est parti en prod. J'ai pas vu beaucoup de changements, de choses à changer. Bon, j'espère que vous avez aimé notre jeu d'acteur, c'est plusieurs mois de travail. Bon, plus sérieusement, c'est toujours pas fonctionnel. C'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et encore et encore. Et en fait, il y a un moment, on s'est posé des questions, on s'est demandé pourquoi on faisait ça, et on a tiré 2 raisons. Ouais, donc deux raisons, hein. La première, c'est tout simplement, bah, des fois, on a un petit effet tunnel, donc on se lance dans un ticket, on se dit, ah, ça va être un ticket un peu simple, ça touche que du front ou que du back, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on doit tirer un petit peu la pelote de laine. On va pas forcément trop en parler aujourd'hui, pour la simple raison que la solution à ce problème-là, c'est de discuter, d'avoir des daily qui sont efficaces, etc. Et que comme le dit si bien Eden Pickering, les soft skills, bah, ça fait pas super bien sur le CV. Je vais pas mettre dans mon CV, bah, je suis pas un connard. On peut parler avec moi. Ok, maintenant, si on parle de l'autre raison qu'on a pu trouver par rapport à ça, c'est que si on découpe en petits morceaux notre code, ben en fait, on a souvent besoin des anciens changements pour pouvoir continuer. Donc un peu cet effet pyramide, en fait, on rajoute des blocs. Ok, donc ce qu'on voudrait faire, on repart dans du technique. On a une branche main, on fait notre première branche de feature, très bien. On a fait un petit morceau de code qui nous paraît cohérent, on l'envoie en revue de code. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut s'arrêter là déjà pour avoir une revue de code qui est assez petite et on veut partir sur une deuxième branche avec les changements précédents. Comme ça a l'air super simple, hein. Il n'y a pas grand-chose. Ben, en fait, ça dépend un peu du cas d'usage dans l'entreprise, du workflow plus précisément. Ouais, en l'occurrence, nous, à l'époque, sur ce projet-là, on était dans un workflow Git de merge avec Squash. Alors, on n'est pas là pour juger qui utilise quel workflow. Ouais. Et concrètement, alors on s'est posé la question, est-ce que ça n'arrive qu'à nous ou est-ce que ça arrive à plein de gens? Donc on a regardé un petit peu dans les projets, à l'époque on travaillait tous les deux à Octo Technologies, donc, où on faisait plusieurs missions, donc on a un peu posé la question autour de nous. Et donc sur 43 projets à Octo, en fait on a quand même 37% des missions qui utilisent ce workflow de merge au squash. Alors pour les gens qui utilisent les autres workflows, ne partez pas tout de suite. Sauf si vous êtes la personne tout à l'heure lors du talk de Yann Thomas qui a levé la main à la question est-ce que vous connaissez plus de 20 commandes Git? Là, peut-être en effet, vous apprendrez pas grand-chose. Mais pour tous les autres, c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir quelques commandes un peu sympas. Et de revoir l'utilisation des workflows. Donc Ok. on va terminer par le workflow avec Squash, puisque c'est le cas un peu plus compliqué. On va commencer avec les cas simples. Donc, premier workflow, le merge workflow. Donc, on repart sur notre état de base. On a une première branche, on a une deuxième branche. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a fini notre revue de code sur fit 1. On veut le merger, donc on fait un git merge fit 1. Ok. Maintenant, on est sur notre fit 2. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut merger. On fait un git merge fit 2. Il n'y a pas de problème. Franchement, tout roule. Second workflow, un peu plus compliqué, c'est un peu le même workflow, c'est un merge, mais on va rajouter une petite étape de rebase, donc pour que nos branches soient toujours à jour avec le dernier commit main. Donc on part de la même manière de cet état initial avec nos deux branches, on fait notre merge sur main, et ensuite donc la fameuse étape intermédiaire où on va rebase notre deuxième branche sur main pour avoir les changements à jour, jusque là pas de souci, et ensuite on va pouvoir faire notre merge de notre deuxième branche, et tout va bien. Super, ça valait le coup de nous inviter. Ouais. Donc le workflow suivant, c'est le workflow de rebase. Je veux bien que tu passes la slide, merci.
Donc, on était dans notre état initial. On va faire un git rebase fit 1 sur main. OK, on dit notre branche et on va faire un git rebase fit 2 sur main. Eh bien, tout va bien. Donc, maintenant, on va se concentrer sur un workflow un peu plus complexe, c'est celui du squash. C'est là que ça se complique. Donc, concrètement, toujours dans notre init initial, ça ne change pas. Je vais faire un git merge moins squash, où généralement ça va être directement avec l'interface GitHub. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau commit qui contient tous mes commits qui étaient sur ma branche initiale. Vous notez qu'il n'y a pas de flèche entre le dernier commit de la branche initiale et le nouveau commit. Très bien, mais jusque-là, pas de problème. Mais c'est là que ça se complique. Maintenant, je vais essayer de faire un deuxième merge squash avec ma deuxième branche. Et là, c'est la cata. En fait, on va se retrouver avec plein de conflits, pardon. Et en fait, c'est simple, on va se retrouver avec autant de conflits que ce qu'on avait de commits sur une branche initiale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, je vous l'ai fait remarquer il y a un instant, il n'y a pas de lien entre mon premier commit sur main et la branche initiale. Donc Git, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, j'ai 4 commits sur ma deuxième branche, je vais donc faire un nouveau commit qui contient ces 4 commits, sauf que ça tombe mal parce qu'en fait, il y en avait 2 qui étaient déjà sur main. Alors, on fait quoi? Eh ben non, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Eh oui. Eh oui. En fait, quand on est dans cet état-là, on est un peu bloqué, peu importe ce qu'on fait. On peut tenter tout un tas de trucs, on peut tenter de merge squash, on peut tenter de merge normal, on peut tenter de rebase. En fait, peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on va vouloir rapatrier nos commits de notre deuxième branche, on va être bloqué. Ouais. Donc, quelle est la solution? Où est-ce qu'on va? Concrètement, ce qu'on aimerait dire, c'est mes 2 commits de ma nouvelle branche, je vais récupérer uniquement ces 2 commits-là. Moi, en tant que développeur, je sais que c'est uniquement ces 2 commits-là qui m'intéressent. Ouais. Donc, comment on peut faire en sorte de dire à Git, moi, je veux que tu fasses mon merge squash, mais que tu récupères que les 2 derniers commits, en fait. Non. On pourrait cherry pick, mais on a une méthode encore plus simple. Ouais. On a une méthode magique. On va faire un git rebase -1-2. Donc, on va lui dire main et puis l'ancienne branche, donc fit 1. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, je vais prendre uniquement mes nouveaux commits, donc les commits qui viennent après fit 1, qui était notre branche initiale, et je vais prendre uniquement ces commits-là pour faire mon rebase. Et là, du coup, je peux faire mon merge squash, et tout va bien. Ouais, exactement. En vrai, il y a quelques cas particuliers où en fait c'est plus complexe que ça, parce que là, on a fait un rebase on2 avec fit 1, mais tu peux avoir des cas où en fait tu n'as plus fit 1 en local, où en fait la dernière référence de fit 1 n'est pas le dernier commit si tu as amend ou peu importe. En fait, il y a plein de cas particuliers qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Concrètement, à partir du moment où fit 1 ne pointe plus au bon endroit, naturellement, quand on va le référencer, on va avoir des problèmes. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que git rebase on2, on peut lui donner autre chose qu'un nom de branche. On peut lui donner n'importe quoi qui référence un commit. Alors, il y a plein de solutions. Peut-être ce qui vous plaît, vous, c'est de marquer le numéro du commit quand vous commencez une nouvelle branche sur un post-it, de le mettre sur votre ordinateur et de vous rappeler qu'il faut taper ce hash-là dans votre commande. Mais en fait, se souvenir comme ça, nous-mêmes, c'est pas très efficace. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, Git, il y a plein de commandes dedans. Et il y en a notamment une qui sert littéralement à se souvenir d'un commit. Cette commande, c'est git tag. Donc je mets un petit tag sur mon commit. Là, on l'a appelé source. En fait, on peut lui donner le nom qu'on veut. Et derrière, je peux juste lui dire, j'ai un endroit, quelque chose qui s'appelle source, qui pointe sur un commit, et je peux récupérer ce truc-là. Et du coup, la commande devient git rebase -on2 main depuis source. Ouais, alors moi, je ne suis pas assez organisée pour faire ça. Surtout quand tu commences à faire des rebases et qu'il faut déplacer ton tag, moi, je ne sais pas faire. Donc, moi, ce que j'utilise en général, c'est soit GitHub, GitLab, peu importe. Quand tu force push, tu as souvent le hash du commit avant que tu peux récupérer. Donc là, tu peux récupérer le 31C, je ne sais pas quoi, et tu peux le mettre dans ta commande tout simplement. Et moi, j'aime bien travailler en local, sur mon repo local. Donc il y a aussi une commande Git. C'est bien parce que Git, ça n'oublie pas. Git, c'est un outil qui n'oublie jamais. Donc en fait, même en local, vous pouvez récupérer ce commit-là avec la commande git reflog. Git reflog, ça vous permet d'avoir le log des références. Vous lui donnez la référence que vous voulez vérifier. En l'occurrence, c'était le nom de l'ancienne branche, le nom de la branche avant qu'on la supprime ou qu'on la déplace. Il va vous donner un petit historique. Et du coup, vous pouvez regarder, hop, mon fit 1, je l'ai rebase à un moment donné, mais je peux savoir où il était avant mon rebase. Qui là, en l'occurrence, c'est fit1 @1, qui va me pointer vers le commit sur lequel c'était. Ouais. Le workflow final, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu barbare, désolé.
Donc on est sur notre fit 1, on fait notre tag, on switch sur main, on fait un merge squash de fit 1. Quand on arrive sur fit 2, on peut faire un rebase on to à partir de notre tag, donc source, ou de notre hash de commit comme on l'a vu avant. Et après, on peut faire un merge squash. Et là, il n'y a plus de problème. Bon, alors en vrai, moi, quand j'ai commencé à faire ça, je faisais n'importe quoi. Et j'ai tout cassé. Mais ça tombe bien parce que comme on le disait, Git, ça n'oublie pas. Donc il y a toujours un moyen de revenir dans un état cohérent. En fait, si vous vous rendez compte, la plupart du temps, vous vous en rendrez compte au moment où vous voulez faire votre rebase ou votre merge, parce que tout simplement, vous allez avoir 15 conflits et vous n'avez pas envie d'avoir 15 conflits. Donc si vous êtes en train de rebase ou de merge, vous pouvez tout simplement annuler avec mon abort. Ça vous remettra dans votre état avant le rebase ou avant le merge et vous serez content. Ouais, tu peux aussi reset hard sur ton origine ou tout simplement reset hard si tu as encore en local l'état d'avant avec le reflag. Ouais, c'est les étapes de je me rends compte rapidement, je me rends compte un peu moins rapidement avant d'avoir push force. Du coup, je peux reset hard sur l'état de l'origine. Et je me rends compte après avoir push force. Et là, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Mais en fait, comme guide n'oublie pas, la fameuse commande reflog qui vous permettra de retrouver votre état initial et de faire un petit reset moins grave. Au niveau de notre review, donc l'idée de base, c'était de pouvoir demander des revues de code sur des PR qui étaient petites. Donc là, quand on arrive sur notre fit 1, qui est un bloc de code qui est assez, qui a de la logique ensemble, mais qui n'est pas très gros, on va demander une revue de code par rapport à main. Ensuite, on va sur notre fit 2 et on va demander une revue de code par rapport à fit 1, parce qu'on ne veut pas les modifications de fit 1, sinon ça n'a pas d'intérêt, on demande 2 fois la revue de code. Et du coup, quand on aura merge la première branche, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À changer l'origine vers laquelle on souhaite merge, ou peu importe. Et on met direction main, et après, tout se passe bien. Et après, et ben, là, déjà, on vous a parlé de comment on le faisait techniquement. Mais des fois, il y a tout un tas d'autres problématiques qui rentrent en jeu, et notamment une des problématiques qu'on voit souvent qui fait qu'on se retrouve avec des branches très très longues. Et ben, c'est tout simplement, j'ai pas envie de mettre en prod quelque chose qui n'est pas entièrement terminé. Nous, ce qu'on a montré, c'est d'avoir des éléments qui s'empilent. Donc, j'ai une fonctionnalité qui est partielle, que je peux mettre en prod, mais qui n'est pas terminée, donc je ne veux pas encore la mettre à disposition. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que ça va au-delà de ce qu'on voulait parler aujourd'hui, mais on a quand même 2 outils. Le premier, c'est les branches d'Epic, ou des branches long-lived. Donc, concrètement, c'est je vais avoir une branche qui va stocker une fonctionnalité complète, et que je ne vais merger que lorsqu'elle est terminée. C'est une bonne approche, mais elle a quand même des désavantages. C'est qu'il faut être sacrément rigoureux pour faire ça. Parce qu'en fait, tout ce que vous mettez sur votre branche d'Epic, vous ne pouvez pas le mettre en production sans tout mettre en production d'un coup. Typiquement, si vous faites un hotfix et que par erreur vous le mettez sur votre branche d'Epic, ce hotfix il n'arrivera jamais en prod tant que la fonctionnalité n'est pas mise en prod. Ouais, le principe aussi, c'est si vous restez sur votre Epic branch pendant 1 an, votre code il devient vite un petit peu déprécié, quoi. La deuxième solution, c'est les feature flags. Donc, gros if sur ta fonctionnalité. Donc, tu envoies ton code en prod, mais il n'est pas visible. Tout simplement, hein, du coup, ça permet de livrer rapidement et facilement sans avoir besoin que ton code soit totalement fonctionnel ou qu'il soit complètement de A à Z, ta fonctionnalité soit bonne. Et donc, ça peut pallier à notre problématique on ne veut pas que la fonctionnalité soit visible pour l'instant. Et on arrive à la fin. Ouais. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste 1 minute, 2 minutes. Et sinon, feedback, hein, bien entendu. N'hésitez pas à nous laisser du feedback. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je suis un peu nouveau dans le code, donc ça va peut-être être une question un peu stupide, mais quel est l'intérêt du coup du Git Squash, en fait, de toute cette méthodologie Git Squash que je connais pas du tout? C'est marrant parce que la dernière fois qu'on l'a vu, on avait exactement la même question. Vas-y, je réponds. Okay. C'est question. En vrai, là, on ne s'est pas concentré sur pourquoi utiliser Squash ou pas, parce qu'en fait, c'est un sujet ultra houleux, on va se le dire. Et en plus, donc chaque boîte a sa vision. Je pense que la plupart des gens qui utilisent le Squash te diront c'est pratique parce que en fait, tu as un seul commit qui finit sur main. Et du coup, par exemple, pour des juniors qui font plein de commits et qui n'ont pas forcément de sens, ça te permet d'éviter d'avoir fix review 350 dans ton historique de main.
C'est ça, ça efface un petit peu les erreurs que tu aurais pu avoir dans tes commits. Et à la fin, tu as un commit qui, tu sais, est fonctionnel, a priori, si tu as une review, donc qui est fonctionnel et qui représente une feature. Après, voilà, on ne va pas entrer dans le détail parce que c'est des débats un petit peu idéologiques. Je sais que typiquement, quand on a fait l'étude chez Octo, quel projet utiliser quoi, j'ai bien préfacé en disant que ce n'était pas une invitation à débattre de quel workflow était plus pertinent, parce que tout le monde a son opinion. Ok, merci. Merci pour le talk. Sur la commande Rebase on to, à la fin, je suis pas très sûr de moi, mais plutôt que de s'embêter à mettre un tag ou enfin retenir grosso modo le cheval du commit, est-ce qu'on pourrait pas faire un head tilde le nombre de commits que vous aviez sur la branche, qui parfois est peut-être plus facile à compter s'il n'y en a pas trop? Tu peux en effet s'il n'y en a pas trop. Ok. Le problème c'est que généralement, enfin en tout cas, moi je sais que je me souviens pas de combien de commits j'ai fait sur ma branche. À Ok. la limite, si tu as déjà ouvert ta pull request sur GitHub, tu peux le retrouver Ouais, comme tu ça. peux regarder éventuellement. En C'est vrai que ça soi, marche bien. peux. ça fonctionne, hein, Ouais, c'est possible. tu peux. Ok. On pourrait utiliser. C'est Merci. c'est vrai que typiquement, je trouve plus simple, le tag, c'est si tu t'y prends à l'avance, et l'avantage c'est que tu mets un tag, tu n'as plus besoin de te souvenir de quoi que ce soit, à part du nom du tag. Faut se souvenir de le supprimer quand même. Oui, il faut le souvenir, ouais, ou de ne jamais le pusher, mais je sais que moi généralement j'ai un tag que je déplace un peu partout Ok, dans mon code. merci. Et sinon, en effet, la vraie méthode la plus simple, c'est probablement de bon, passer c'est par ça. celle-là, Et en bon. effet, tu peux littéralement faire fit at 1 et ça te donnera a priori là où était fit avant d'être supprimé. Après, pour compter tes commits, sinon tu fais un git log en local et tu comptes tes lignes et tu peux retrouver, je pense aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu n'as plus fit 1, il te comptera Oui. aussi les commits de fit 1. Ok. Bon, sinon, merci pour le talk et c'était sympa. C'était chouette. Au niveau pratique, en fait, on a eu le même genre de galère, de blagues et tout ça. Et justement, je suis venu pour montrer aux collègues. Nous, on a une pratique qui est que maintenant, en fait, on va les relire commit par commit. C'est-à-dire que sur l'AMR, on va essayer de faire gaffe à justement bien bosser nos trappes de commit et nos commits successifs, histoire de pouvoir lire l'un après l'autre, même si l'AMR est grosse, chaque commit au moins est bien centré et bien spécifique, et du coup ça se relie beaucoup mieux. Mais Alors du coup, l'idéal, pardon, excuse-moi, je croyais que t'avais ouais, fini. non mais l'idéal c'est effectivement d'avoir des petites AMR, mais ça nous est arrivé de se faire déborder, et c'est une technique qu'on a trouvée pour réussir à contourner la galère, quoi. Ouais, une des difficultés que tu vas peut-être rencontrer, c'est que quand tu vas avoir des pull requests ou des merge requests qui sont très longues, bah, potentiellement tu vas te retrouver à la fin à avoir beaucoup de conflits. Je sais que moi, typiquement, je préfère avoir plein de petits conflits qu'un énorme conflit. Et c'est vrai que du coup, découper en plusieurs pull requests, généralement, du coup, tu vas te retrouver avec plusieurs tout petits conflits qui sont faciles à résoudre. C'est pour ça que moi, typiquement, je préfère en effet ce genre d'approche. Mais oui, moi, ça m'a été aussi donné de voir des pull requests à 30 commits et de dire, ok, je vais le faire commit par commit parce que sinon, C'est ça. on va pas s'en sortir, quoi. Bon. Après, on est d'accord, hein. Enfin, moi, maintenant, on bosse plutôt sur découper les US et découper les AMR que avoir des bons commits. Mais merci. Ouais, on a du feedback. Ça arrive. Donc ouais, n'hésitez pas à nous donner du feedback, on en est très friand.